Cette pulsion meurtrière que je ressentais pour ma mère, je l'ai reportée sur mes grands-parents. Et ces fantasmes de décapitation, je les avais déjà à l'époque. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Fiona, j'ai 23 ans et je suis belge. Et je suis passionnée par tout ce qui touche au paranormal, aux affaires criminelles et aux serial killers. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'aimerais vous parler d'un serial killer qui a fait beaucoup parler de lui d'ailleurs. Il s'agit d'Ed Kemper, qui est aussi connu sous le pseudo du tueur de Santa Cruz ou du tueur d'autostoppeuse. Donc c'est parti. Hey, wanna play hide and clap? Ce que l'on retient surtout d'Ed Kemper lorsqu'on connaît un peu son histoire, c'est surtout ses crimes horribles et dénués de sang-froid. Son obsession pour l'étouffement et la strangulation. Mais aussi ses 2,20 m. Face à tout ça, on en oublie même qu'Ed avait un QI étonnamment élevé, de 136. Avant d'être tristement célèbre, connu comme un véritable monstre, Ed Kemper était un humain avec une vie qui n'a pas toujours été facile. Edmund Kemper est né en décembre 1948 à Burbank, en Californie, à environ 20 km de Los Angeles. Ses parents, Edmund Jr. et Clarnell, ont eu un mariage assez houleux. Ça n'allait pas entre eux, ils se disputaient tout le temps, mais ils ont quand même réussi à avoir 3 enfants. Des 3, Edmund est le seul garçon et aussi le plus jeune, entre ses sœurs Eileen et Suzanne. Le père d'Edmund, Edmund Jr., a préféré quitter la maison, quitter tout simplement sa femme qui était violente et alcoolique. C'est un peu à ce moment-là que l'enfer a commencé pour Edmund Kemper. Il y a d'abord le manque de son père qui se fait sentir, et pour ne rien arranger, Clarnell, sa mère, ne cesse de lui répéter que son père était un salaud et un bon à rien, tout comme lui. Sa sœur, Suzanne, qui est l'aînée, est horrible avec Edmund, et elle aime passer du temps à le frapper en abusant de sa naïveté et de sa peur, tout simplement. Parce qu'à l'époque, c'est juste un enfant, même si plus tard il est devenu un serial killer, ce n'est qu'un enfant, et un enfant, ça a peur. Leur maison dans le Montana est plutôt étroite d'ailleurs pour 3 enfants, et Clarnell décide finalement d'installer la chambre de son fils à la cave. Très vite, il en est terrifié à cause des bruits de la tuyauterie, le manque de lumière et l'impression d'être entouré de démons et de fantômes. D'ailleurs, dans certaines notes laissées par les psychiatres qui ont suivi Edmund Kemper tout au long de sa vie, cet environnement d'enfance n'a fait qu'accroître son côté fou. Après, j'ai envie de dire, quel enfant ça ne rendrait pas fou de vivre dans une cave humide, sombre, avec des bruits qui viennent de partout. J'ai pas envie de le blâmer ou de dire que c'est normal ce qu'il a fait, mais à l'époque, c'était encore qu'un enfant. Et c'est terrifiant. Donc, je situe. À l'époque, Ed Kemper a 8 ans et il vit dans une cave. C'est-à-dire que ce qui est censé être son cocon confort, l'endroit où il peut se réfugier, c'est une cave. Sa chambre est là. Et tout doucement, il commence à faire ressentir un peu de jalousie. Parce que ses sœurs dorment tranquillement à l'étage, au chaud, et lui doit se contenter injustement de cet endroit humide et froid. Mais il n'a jamais vraiment osé le faire savoir. Il savait très bien à l'époque que sa mère était totalement instable, et il a une peur bleue de cette femme qui ne cesse de le rabaisser et de l'engueuler encore plus depuis que son père est parti. Maltraité par ses sœurs, Ed attrape d'autres peurs. Il a peur d'être blessé ou moqué par les autres, et il a du mal à se faire des amis. C'est pourquoi il se livre très vite à d'autres passe-temps, qu'on pourrait qualifier de glauques.
de très glauque même. Il torture et décapite de petits animaux, enterre vivant le chat de la famille, et le pire, ce qui fait vraiment froid dans le dos, c'est qu'il commence à jouer à la chaise électrique avec sa petite sœur, Aline. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans la cave, ils font une scène où Ed est emmené dans le couloir de la mort imaginaire. Ensuite, il est installé sur une chaise et il fait semblant d'être électrocuté. C'est complètement glauque. À la même époque, sa mère divorce de son premier mari, qui est le père d'Ed, et qui lui se remarie avec une autre femme. Et lorsqu'il atteint l'âge de 13 ans, la mère d'Ed Kemper se met avec un homme qui a 2 fils de son âge. Personne ne s'entend avec lui. Ed pense d'abord à tuer son beau-père et prendre sa voiture, mais il se range. Il met ses pulsions de côté et il fugue simplement pendant quelques heures. Puis, il commence à grandir et à force de vouloir l'élever à la dure, Clarnell, elle fait face à un adolescent insolent, difficile et craintif à la fois. Il n'a aucun ami et n'arrive pas à se remettre du divorce de ses parents. D'ailleurs, plus tard, dans une de ses interviews, il avoue rêver parfois de tuer sa mère, parce que tout est de sa faute. Mais à ce moment-là, quand il a 13 ans, il a encore beaucoup trop peur de Clarnell pour passer à l'acte. Rabaissé constamment, et par tout le monde, Ed commence à croire au fait qu'il n'y a rien de bon en lui. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il commence à avoir de drôles de fantasmes. Il pense au meurtre, au sexe, et ses envies deviennent même brutales, presque impossibles à contrôler. Durant l'automne 63, Ed va avoir 15 ans, et Clarnell l'envoie chez son père. Celui-ci l'inscrit dans un collège de quartier à Los Angeles, mais là non plus, Ed ne parvient pas à se faire d'amis. Il est qualifié par les autres d'austère, de sinistre, et on rapporte que quand il est là, il y a quelque chose de malsain. On ne se sent pas bien quand on est dans la même pièce que lui, même à l'époque. D'ailleurs, il y a un malaise constant chez le père d'Ed et sa nouvelle femme. Donc la belle-mère d'Ed décide de prendre les choses en main et de discuter avec son mari afin de renvoyer Ed chez Clarnell. À ce moment-là, Ed est affecté au plus profond de lui. À nouveau, il se sent rejeté, mais cette fois par la personne, et certainement la seule, qu'il aime plus que tout au monde, son père. Les relations avec sa mère se tendent encore plus à son retour, surtout lorsqu'elle découvre les restes de son chat, celui qu'Ed avait finalement enterré dans le jardin. Le jour de Thanksgiving de cette même année, Ed prend la voiture de sa mère et se rend chez son père qui accepte de le reprendre sous son toit pour un bref séjour. Quelques jours plus tard, son père envoie Ed chez ses grands-parents, Maud et Edmond Kemper Sr. Il comprend très vite que Maud est la copie conforme de sa mère, mais en pire. Malgré tout, ça se passe plutôt bien au début. Au lycée, Ed est calme, et il ne s'attire aucun problème. Il trouve toujours quelque chose à faire entre les promenades du chien et la chasse. Il n'est pas souvent à la ferme. Par contre, il continue ses petits jeux morbides en tuant et en torturant des petits animaux. D'ailleurs, plus tard, il déclare « À l'époque, je tue des petits êtres vivants pour voir si j'en suis capable. » Pendant les vacances d'été, Ed retourne chez sa mère pour aller à son 3e mariage. Mais les liens sont définitivement brisés et il préfère encore vivre chez ses grands-parents, malgré la soi-disant tyrannie de sa grand-mère, Maud. Ed ne va plus à l'école et sa grand-mère trouve toujours quelque chose à lui reprocher. En plus de ça, elle lui rappelle sans cesse que Ed coûte très cher à entretenir. Et lui se sent plus mal que jamais. Mais la haine reprend bien vite le dessus sur la tristesse. La tristesse d'être sans cesse rejeté. Et par tout le monde. C'est à ce moment-là que de violents fantasmes refont surface. Il pense à tuer sa grand-mère en visant la tête. Et sans s'en rendre compte, un jour à table, Ed fait ce geste explicite devant Maud, qui tout de suite devient nerveuse et effrayée à l'idée que cet adolescent, qui de plus est sinistre et malaisant, en vienne à faire une bêtise. Elle en vient même à cacher le calibre 45 de son mari. Ed est obsédé par l'acquisition de ce pistolet.
et aussi par le meurtre de sa grand-mère. C'est le 27 août 1964, après une énième prise de bec avec sa grand-mère, que Ed décide de passer à l'acte. Il se lève sans bruit de la pièce dans laquelle il est à ce moment-là avec elle. Il va chercher le fusil de son grand-père, qu'il prend habituellement pour aller à la chasse, donc il sait s'en servir, et au lieu de sortir, il vise la tête de Maud qui lui tourne le dos à ce moment-là. Et d'un coup, il tire. Pour éviter que le sang fasse des traces, il enveloppe directement la tête de sa grand-mère dans une serviette et la traîne jusqu'à son lit. Ed déclare plus tard qu'à ce moment-là, il se sent bien, il se sent rafraîchi et totalement libre. Mais il revient à la raison assez vite parce que il est pris de panique quand il entend son grand-père revenir. Donc il va dehors et avant même que son grand-père ait le temps de dire quoi que ce soit, il lui tire dans la nuque. La panique le submerge. Il appelle sa mère dans le Montana qui lui dit d'appeler immédiatement la police. Finalement, Ed est arrêté et avoue les 2 meurtres. Il dit avoir tué sa grand-mère juste pour voir ce que ça faisait et son grand-père par pitié, pour ne pas qu'il voie le corps défunt de sa femme. En fait, Ed avait simplement peur que son grand-père ne le batte à cause de son acte. Il est placé à la California Youth Authority, que je vais appeler CYA durant le reste de la vidéo, qui est en fait un centre de réadaptation pour les jeunes délinquants. Et un psychiatre mandaté par la cour diagnostique Ed en tant que schizophrène paranoïde, ce qui fait qu'il n'est pas reconnu coupable de ses actes. Il n'est pas envoyé en prison non plus, car on décide même de lui laisser une chance d'être soigné correctement. 6 décembre 1964, Ed est interné en psychiatrie à l'hôpital d'Atascadero. C'est là qu'il comprend qu'il est malade et il avoue au psychiatre qu'il ne peut pas contrôler ses pulsions. C'est également dans cet hôpital qu'il fréquente des meurtriers et des violeurs qui n'ont aucun mal à parler de leurs actes passés. En plus, dans cet environnement, le viol n'a pas l'air d'un acte grave, mais plutôt dans la norme, puisqu'on parle de ça sans s'offusquer, et tout le monde a l'air d'accord sur le sujet. L'appétit dominateur de Ed Kemper, dominateur et sexuel, s'accroît encore plus. En discutant avec les autres, Ed comprend qu'ils ont été internés à cause des preuves qu'ils ont laissées sur leur chemin. En fait, au fond, il pense que ces gars ont mal fait leur travail. Il garde ces informations dans un coin de sa tête, mais il n'en parle pas au médecin. Il veut apprendre des erreurs des autres. Donc il commence à lire la Bible et à faire croire qu'il a trouvé Dieu. Ed est libéré 5 ans plus tard, en 1969, à l'âge de 21 ans, en pleine vague hippie. Lui, il connaît une Amérique très carrée, et non pas des jeunes avec des longs cheveux, qui fument de l'herbe et qui défilent contre la guerre du Vietnam. D'ailleurs, les hippies ne mettent pas longtemps à être détestés par Ed Kemper. Ils ne supportent pas ce mouvement. À présent, sous la surveillance de la CYA, Ed vit dans une maison surveillée et se doit de rentrer tous les soirs. Pour l'instant, on le tient même éloigné de sa mère. Et ce n'est qu'après 3 mois qu'il obtient une liberté conditionnelle de 18 mois. Après ça, le père de Kemper ayant disparu, impossible à joindre, la CYA l'envoie chez sa mère, Clarnell, s'étant remariée de nouveau durant son absence. Elle vit maintenant à Aptos, près de Santa Cruz, afin de se rapprocher de Aline, sa fille. Clarnell est appréciée par les autres, elle semble plus gentille, plus apaisée, mais au retour de Ed, les disputes recommencent et de nouveau Clarnell rabaisse son fils, duquel elle pensait être débarrassée en fait. Elle veut qu'il obtienne un diplôme, mais elle le pense incapable et trop différent des autres pour être un membre à part entière de la société. De plus, Ed, lui, il veut juste être policier. Et pour fuir la maison familiale, il se met à arpenter les bars de la ville. Il y a surtout ce bar, le Jury Room, qui est très fréquenté par les policiers. Et là-bas, il se fait vite surnommer The Big Ed à cause de sa taille. Et puis, c'est un mec sympa à qui on donne un surnom amical. D'ailleurs, à cause de sa taille, Ed ne peut être policier. Il est bien trop grand. Et c'est encore l'époque où il y a des normes physiques pour certains métiers. Et pour combler sa déception, il achète une moto. Grâce à de petits boulots, Ed quitte enfin sa mère et s'installe dans un appartement à Alameda, près de San Francisco. Durant cette période, il a 2 accidents de moto. Kemper finit par acheter une voiture qui ressemble étrangement à une voiture de police banalisée. Il obtient des couteaux, des armes à feu, et il commence à boire un peu trop tous les jours. La folie et l'ingéniosité d'Ed commencent à prendre forme.
Pendant 1 an, il prend des filles en autostop, il les observe, regarde comment elles réagissent par rapport à son physique imposant, parce qu'il fait quand même 2,20 m et puis il fait 130 kg quoi. Ed apprend même à ne plus les effrayer. Il prend des notes de presque toutes ses escapades avec ces filles qu'il ne connaît pas. Il retient tous les détails. Il a une mémoire d'éléphant. Sous son siège, il aménage une cachette pour mettre ses couteaux et ses armes. Il bricole la porte passagère pour qu'elle ne s'ouvre que de l'extérieur. Dans le coffre, il y a des sacs poubelles, des couteaux et une couverture. Ed déclare plus tard qu'il ne voulait tuer que des gosses de riches parce que les hippies le faisaient gerber. Et durant sa période d'observation, Ed avoue avoir pris plus de 150 filles en autostop. Le premier crime d'Ed Kemper se fait le 7 mai 1972. Marianne Pesce et Anita Lucchese sont de jolies étudiantes de 18 ans, un vrai couple binôme brune-blonde. Les deux amies font du stop afin de rejoindre l'université de Fresno après avoir passé quelques jours près de San Francisco. Ed les prend en stop et au fur et à mesure de leur conversation, il comprend qu'aucune des deux étudiantes ne connaît la région. Et ça l'arrange parce que il suit pas l'itinéraire prévu. Assez vite, ils arrivent près d'une forêt. Ed saisit le pistolet sous son siège et le pointe vers les deux filles. Marianne, gardant son sang-froid, lui demande de baisser son arme. Mais ça fait l'effet contraire sur Ed. Il enferme Anita dans le coffre de la voiture, menotte Marianne, lui met un sac plastique sur la tête et tente de l'étrangler avec une petite cordelette. Poussée par l'adrénaline, elle fait un trou avec ses dents dans le sac, ce qui rend fou Ed. Il prend son couteau et la poignarde, mais elle ne meurt pas sur le coup. Et Ed finit par lui trancher la gorge. Il ouvre le coffre et poignarde Anita, qui ne meurt pas non plus sur le coup. Agacé, il la décapite. Ed ramène les corps dans son appartement, il déshabille les filles et les photographie. Assoiffé par ses fantasmes, il a même des relations sexuelles avec les corps incomplets de ses premières victimes. Par la suite, il jettera les corps dans un ravin, et celui de Marianne sera découvert en août, mais personne ne remontera jusqu'à Ed Kemper. La soirée du 14 septembre 1972, il prend Aiko Koo en stop, qui était une danseuse coréenne qui se rendait justement à un cours de danse. Dans la voiture, Kemper se saisit de son pistolet et il fait croire à Aiko, qui commence à paniquer pas mal, qu'il est suicidaire. Prise de panique, elle accepte de se faire bâillonner et attacher sans réellement savoir ce qui l'attend, n'osant simplement pas contredire ce géant de 2,20 m. Elle savait très bien que contre lui, elle ne pouvait rien faire de toute façon. Ed la tue en plaçant sa main sur son nez, il l'allonge par terre et la viole. Il enferme ensuite son corps dans un drap et la met dans le coffre. Une fois chez lui, Ed démembre le corps et coupe les lambeaux de chair qu'il va cuire le lendemain. Il ajoutera plus tard dans une de ses interviews qu'en mangeant sa victime, il la possédait de nouveau et qu'en plus, il voulait un peu tester le cannibalisme. Le 16 septembre, Ed se rend jusqu'à l'université de Fresno afin de convaincre les psychiatres d'effacer son casier judiciaire pour avoir plus facile à trouver du boulot. Pendant ce temps-là, pendant qu'il est avec les psychiatres, dans le coffre de sa voiture, il y a toujours la tête d'Aiko Koo, tandis que les autres membres de son corps ont été jetés dans les montagnes menant à l'université, le matin même. Fin novembre, alors qu'il en est à sa 3e victime, Ed Kemper retrouve un casier judiciaire vierge. Ne pouvant plus payer son loyer, Ed est contraint de retourner chez sa mère où les disputes se mettent à pleuvoir tout aussi vite. Le 8 janvier 1973, Cynthia Schall est prise en stop par Ed Kemper. À peine entré dans sa voiture, il brandit son pistolet automatique calibre 22 sous son nez, en lui racontant exactement la même histoire de suicide qu'à Aiko Koo. Cynthia supplie Ed de ne pas la tuer, mais il lui ordonne d'aller dans le coffre et une fois celle-ci dos à lui, il lui tire en pleine tête. Ed ramène le corps de Cynthia dans le duplex de sa mère, impatient qu'elle le laisse seul, ce qu'elle fait le lendemain, en se rendant au travail, et avant de démembrer le corps de Cynthia, Ed s'adonne à des relations sexuelles. Il récupère la balle dans son crâne et garde sa tête dans le placard en souvenir. Les restes du corps de Cynthia Schall sont jetés du haut d'une falaise. Plus tard, Ed met un autocollant sur son pare-brise sur lequel il est noté « Université de Santa Cruz ». La nuit du 5 février 1973,
il prend en stop 2 étudiantes qui le prennent d'ailleurs pour un étudiant à cause de l'autocollant. Il s'agit de Rosalind Thorpe, 23 ans, et Alice Liu, 21 ans. Cette fois, Ed ne prend même pas la peine d'arrêter la voiture pour attaquer ses victimes. Rosalind tourne la tête vers le paysage et il tire. Il tire également sur Alice, à plusieurs reprises. Ensuite, il décapite les 2 jeunes filles et viole le corps sans tête d'Alice. Tout doucement, Ed commence à se rendre compte que démembrer des corps ne l'excite plus et décide de s'en débarrasser au plus vite. C'est son but, il tue et il faut se débarrasser des corps. Il finit par jeter les restes sur Eden Canyon Road. Après ça, Kemper décide de se débarrasser des têtes souvenirs et de les jeter à la mer. Il commence alors à boire plus que de raison et à sombrer dangereusement dans une sorte de dépression. Un peu plus tard, dans l'année 1973, durant le week-end de Pâques, Kemper décide de tuer sa mère, cette femme qui le martyrise et qui le déteste depuis toujours. Durant la nuit, il se rend dans la chambre de Clarnell, un marteau à la main. Il lui donne un premier coup à la gorge, ensuite dans la tête, et il l'égorge pour finir le travail. Pour Kemper, c'est un peu le coup de grâce de sa vie, même si c'est pas fini. Tuer sa mère représente une libération pour lui. Il jette le larynx de sa mère aux ordures, et sa tête devient la cible de son jeu de fléchettes. C'est d'ailleurs l'anecdote la plus connue de l'histoire d'Ed Kemper. Le reste du corps sera caché dans une armoire, et lui commence à avoir peur qu'on remarque l'absence de sa mère. C'est pourquoi il invite une amie de sa mère à venir dîner pour 17h en lui disant qu'il est seul et que celle-ci est partie quelques jours. Bien gentille, elle accepte cette amie et à peine arrivée, Sally Hallett est assommée et étranglée. Il affirme que pour la première fois, il eut un orgasme pendant l'acte du meurtre. Après avoir bu quelques bières au jury room, Ed décapite le corps de Sarah et s'endort dans le lit de sa mère. L'ironie veut que le lendemain, après avoir pris la voiture de Sarah afin de conduire sans but, Ed est arrêté pour avoir dépassé la limite de vitesse. Il paye sa contravention et repart, comme s'il était un citoyen tout à fait normal. Mais à ce moment-là, il commence à en avoir marre, il est un peu agacé et surtout angoissé, et le 23 avril 1973, il sonne à la police de Santa Cruz et avoue tous ses meurtres. La police croit même à un canular et Ed est obligé d'appeler 3 fois pour les convaincre. Pendant son interrogatoire, Kemper avoue tout dans les moindres détails, et sous enregistrement. Ceux-ci seront d'ailleurs passés pendant son procès. Durant les jours suivants, Ed montre aux policiers les endroits où sont les corps, comment ces meurtres ont-ils été commis, les objets restants, et il livre plusieurs informations sur chacune de ses victimes. Son avocat de l'époque veut plaider la folie, mais Ed est simplement un homme obsédé par la violence et le sexe. Il est pas fou, c'est juste un serial killer en fait. Ed Kemper est déclaré coupable de 8 meurtres. Après un passage par Vacaville, il est envoyé à Folsom pour purger sa peine de réclusion à perpétuité. Ed est vu par les policiers comme un détenu exemplaire. Si on ne connaît pas son passé, on peut même se demander pourquoi est-ce qu'un homme qui a l'air aussi gentil et timide que lui est en prison à perpétuité. Là-bas, Ed fait même la lecture aux aveugles. Il accepte de se faire auditionner et fait toujours preuve de sympathie, comme si rien de tout son passé n'avait existé. Même s'il n'hésite pas à en parler, et sans aucune gêne. On parle d'Edmund Kemper dans la série Mindhunter, disponible sur Netflix, et on dit également que le personnage d'Hannibal Lecter a été inspiré par lui. Moi, je pense que son enfance a été un élément déclencheur. Le fait qu'il vivait dans une cave, que ses sœurs le martyrisaient, que sa mère le rabaissait, je pense que ça a vraiment déclenché la folie d'Ed Kemper. Après, j'aimerais savoir si vous aussi, vous partagez cet avis. Est-ce que son enfance l'a poussé dans la folie, oui ou non? Et surtout, pensez-vous qu'il est le seul responsable du chemin qu'il a mené tout au long de sa vie? Voilà, c'était ma toute première vidéo sur Ed Kemper. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très vite.